Imaginez que vous êtes un dirigeant au Kremlin. Le pays est sous contrôle. L'armée, l'église, les manuels scolaires, tout parle de votre version de l'histoire. Et soudain, la porte d'entrée de votre forteresse, la tour Spasskaya, vous trahit. Un étendard romain, une inscription latine, une date étrange et des créneaux comme ceux d'un empire étranger. Ce n'est pas un détail architectural. C'est une preuve que, avant vous, un autre maître et un autre dieu étaient ici. Que ferez-vous? Reconnaîtrez-vous que le Kremlin est une forteresse étrangère ou réécrirez-vous la pierre elle-même selon votre légende? Voyons maintenant comment cela a été fait avec la tour Spasskaya. Venez vous tenir au pied de la tour Spasskaya du Kremlin de Moscou. Faites quelques pas en arrière pour embrasser toute la façade du regard. Levez la tête et regardez là où, sous l'icône célèbre, pend une plaque rectangulaire avec du texte en latin. La voyez-vous? Si vous avez une vision normale, il est probable que non. Le maximum que vous pouvez distinguer sans optique spéciale, c'est une tache claire sur la pierre foncée et des contours généraux. Pour lire ne serait-ce qu'un mot sur ce panneau, vous aurez besoin d'une jumelle, d'un puissant zoom d'appareil photo ou d'une longue vue. Essayez par vous-même. Placez-vous là où se tiennent tous les touristes, relevez la tête et essayez de déchiffrer les lettres latines. Cela ne fonctionnera pas. La distance est trop grande, l'angle de vue est inconfortable, les lettres se confondent en traits indistincts. Posez-vous une simple question. Pourquoi accrocher un document si haut que personne ne peut le lire? Pour qui ce texte est-il destiné? Pour les oiseaux? Pour les anges? Ou peut-être que ce panneau n'a pas été placé pour que les gens lisent les mots, mais pour une raison tout à fait différente. Regardez la forme de cette mystérieuse table. Ce n'est pas simplement un rectangle. C'est un rectangle avec des protubérances triangulaires caractéristiques sur les côtés, ressemblant à des oreilles ou à des ailes. Lorsque l'on regarde son silhouette de loin, on a immédiatement l'impression de quelque chose de familier, vu auparavant dans un contexte complètement différent. Cette forme est étonnamment reconnaissable pour ceux qui ont étudié la symbolique militaire romaine ancienne et l'architecture triomphale. C'est exactement ainsi que se présentaient les vexillum, les étendards militaires romains que les légionnaires portaient sur des hampes en bois lors des campagnes et des cortèges triomphaux. Le drapeau rectangulaire avec des découpes triangulaires caractéristiques sur les côtés servait de signe d'identification pour la légion, la cohorte, la garde impériale. De telles plaques peuvent être vues sur les reliefs conservés de l'arc de Tite à Rome. Cette énorme construction a été érigée en mémoire de la prise de Jérusalem et de la destruction du Second Temple en l'an 70 de notre ère. Sur les bas-reliefs qui décorent les murs intérieurs de l'arc, des soldats romains portent des trophées du temple pillé. Le chandelier à 7 branches en or, les trompettes sacrées, les autels de sacrifice. Et parmi ces symboles de la victoire, il y a des vexillum, des plaques avec des inscriptions célébrant le triomphe de Rome sur la Judée. Maintenant, levez les yeux vers la tour Spasskaya. La même forme, les mêmes proportions, les mêmes saillies triangulaires. Coïncidence? Ou devant nous se trouve l'héritière de la tradition triomphale romaine, symbole architectural de la victoire et du pouvoir, déguisée en une structure fortifiée. Il s'avère que les grandes portes du Kremlin de Moscou remplissent une fonction dépassant celle d'une simple fortification. Moscou en tant que troisième Rome, comme Nouveau Jérusalem. Cela est évoqué dans les manuels. Centre impérial et centre spirituel à la fois. La tablette romaine en forme de bannière militaire devient un symbole de continuité du pouvoir, signe que par ses portes passe non seulement un chemin, mais un axe sacré, reliant le terrestre et le céleste, le passé et le présent. Mais si l'on y regarde de plus près, avec cette tablette commencent les étrangetés. Le texte est gravé en lettres latines. Cela est compréhensible. C'est la langue officielle des empires, la langue des personnes éduquées du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais la date est indiquée en chiffres arabes. Or, selon toutes les règles d'épigraphie de cette époque, elle aurait dû être écrite en chiffres romains. Comparé avec les portes de l'arsenal vénitien, là, les dates sont gravées correctement. MDX3, 1513e année, en chiffres romains, comme il se doit, avec un texte latin. À Rome, sur l'arc de triomphe de Titus, là aussi des chiffres romains. Dans toute l'Europe, sur les constructions médiévales avec des inscriptions en latin, partout des chiffres romains. Pourquoi à Moscou ont-ils fait différemment? L'explication ne peut être qu'une. Soit la plaque a été fabriquée beaucoup plus tard, lorsque les chiffres arabes étaient déjà devenus courants et que personne ne se souciait des règles de l'ancienne épigraphie,
soit c'était un remplacement délibéré, une tentative de masquer un nouvel objet sous l'apparence d'un ancien. Il est intéressant de noter que les historiens eux-mêmes le reconnaissent. La plaque actuelle est une copie de la fin du 19e, début du 20e siècle, restaurée d'après un modèle qui aurait soi-disant existé à la fin du 15e siècle. Dans les documents de la Société archéologique impériale pour l'année 1893, il est clairement indiqué « La plaque nécessite un remplacement, l'original est perdu ». Reste à savoir à quel point cette copie est précise, et si cet original a réellement existé, ce sont des questions sans réponse. Une plaque avec une datation incorrecte n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable mystère se cache dans ces mêmes créneaux qui couronnent les murs du Kremlin. Les créneaux en forme de queue d'hirondelle sont devenus la carte de visite du Kremlin de Moscou. Mais d'où viennent-ils? Dans l'Europe médiévale, la forme des créneaux n'était pas un choix décoratif de l'architecte, ni un hommage à la mode. C'était un manifeste politique gravé dans la pierre. Les châteaux et forteresses avec des créneaux en forme de queue d'hirondelle appartenaient aux Gibelins, partisans de l'empereur du Saint-Empire romain. Des créneaux rectangulaires et carrés ornaient les murs des bastions des Guelfes, partisans du trône papal et du Vatican. Cette opposition a duré des siècles. Les empereurs et les papes se sont battus pour le pouvoir en Europe, pour le droit de nommer des évêques, pour le contrôle des terres d'Italie. Et chaque forteresse, chaque château portait sur ses murs une signature visuelle. Quel était ce territoire? À qui appartenait le pouvoir ici? Un simple coup d'œil sur le silhouette des fortifications suffisait pour comprendre à quel camp appartenait le maître, de quel côté il se battait dans le grand affrontement entre l'Empire et l'Église. Les dents de hirondelle sont une caractéristique des villes du nord de l'Italie qui soutenaient l'empereur. On peut les voir au château des Scaligers, dans le pittoresque Sirmione, sur les rives du lac de Garde, sur les murs du château des Sforza au centre de Milan, sur les tours de l'arsenal vénitien. L'histoire officielle nous dit « Les architectes et artisans italiens, invités à construire le Kremlin de Moscou à la fin du XVe siècle, ont apporté cet élément de leur région d'origine, s'inspirant de l'architecture milanaise, copiant des formes qui leur étaient familières. Cela semble logique et convaincant, mais seulement jusqu'à ce que vous n'ouvriez de vieilles icônes et ne regardiez les plans de la ville, réalisés dans ces mêmes années où le Kremlin était déjà là. L'icône de Simon Outchakov, l'instauration de l'arbre de l'État moscovite, réalisée en 1668, est aujourd'hui conservée à la galerie Tretiakov de Moscou. Ce n'est pas simplement une peinture religieuse, c'est une œuvre programmatique, en quelque sorte une généalogie visuelle du pouvoir moscovite, un manifeste idéologique de l'époque du tsar Alexeï Mikhailovitch le Tishaïe. L'icône représente la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou, dont découle un marbre généalogique. Ses branches portent des médaillons avec les portraits des souverains moscovites, d'Ivan Kalita au tsar régnant Alexeï Mikhailovitch. Aux racines de l'arbre se tiennent le métropolite Pierre et le grand-duc Ivan Kalita, plantant un jeune plant. Et au-dessus, en arrière-plan, la panorama du Kremlin avec ses tours et ses murailles est clairement visible. Voici la tour Spasskaya avec sa couronne caractéristique en forme de tente. À côté se trouve la tour Nikolaïevskaya, également reconnaissable. Et tout le long du mur du Kremlin, il y a des créneaux rectangulaires, nets, réguliers, sans la moindre trace de la forme de la queue de hirondelle. Simon Outchakov n'était pas un maître négligent. Il était considéré comme l'un des meilleurs iconographes de son temps. Ses œuvres se distinguaient par leur attention aux détails, par la précision de la représentation de l'architecture. S'il avait voulu des créneaux en forme de l'hirondelle, il les aurait dessinés ainsi. Mais il a dessiné des créneaux rectangulaires. Le plan de Sigismund Gerberstein, élaboré au cours de la première moitié du XVIe siècle, présente également des créneaux rectangulaires. Gerberstein était l'ambassadeur de l'empereur du Saint-Empire romain. Il s'est rendu 2 fois à Moscou et a vu le Kremlin de ses propres yeux. Son plan est considéré comme l'une des représentations les plus anciennes et fiables de Moscou. Et sur ce plan, les créneaux ont une forme carrée. Le plan de Kremlinograd, à l'époque du tsar Alexeï Mikhailovitch, dans les années 1650, présente à nouveau des créneaux rectangulaires. Cela donne une image étrange. Au milieu du XVIIe siècle, lorsque Moscou était déjà une puissante capitale d'un immense empire, le Kremlin portait une symbolique architecturale des Guelfes, c'est-à-dire des partisans du pape romain. Le tsar de Moscou, chef du monde orthodoxe, régnait depuis une forteresse avec une symbolique papiste sur les murs. Maintenant, tournons-nous vers la peinture.
Les tableaux sont des témoignages oculaires, capturés sur toile. Friedrich Gilliferding, un artiste allemand qui a travaillé en Russie, peint en 1770, vue de la place Rouge et de la cathédrale Saint-Basile. À l'arrière-plan, derrière les coupoles multicolores de l'église Saint-Basile, se dessine la tour Spasskaya. Elle est reconnaissable, mais il y a une étrangeté. Les dents de la muraille sont floues, indistinctes. Leur forme semble intentionnellement dissimulée dans la brume, dissoute dans le silhouette général. On peut dire que ce sont simplement les effets de la perspective, comme si l'artiste peignait de loin, sans se soucier des petits détails. Mais Gilliferding était un maître des vues urbaines, connu pour sa précision. D'autres éléments de la tour et de la cathédrale sont représentés avec clarté, mais les créneaux ont été laissés flous. Pourquoi? Transposons-nous 3 décennies en avant. Fyodor Alexeïev, l'un des fondateurs de la peinture de paysage russe, crée en 1801 son « Vue de la place Rouge ». C'est déjà le début du 19e siècle. La même place, la même tour. Mais les créneaux sont désormais clairement visibles, et leur forme ne laisse aucun doute. Ce sont des queues de hirondelles, des découpes triangulaires nettes, une symbolique caractéristique gibelin. Que s'est-il passé entre les années 1770 et 1801? La différence est de seulement 30 ans, et la signature architecturale du Kremlin a entièrement changé. Les murs, qui auraient résisté 3 siècles depuis leur construction, ont soudainement changé d'appartenance politique. De la forteresse Guelph, Moscou s'est transformé en citadelle gibelline. D'ailleurs, les mêmes créneaux en forme de hirondelle sont apparus sur les châteaux italiens à peu près à la même époque. Le château Sforza a reçu ses créneaux caractéristiques seulement lors de la reconstruction de 1880. L'arsenal vénitien a obtenu les siens encore plus tard, sous Napoléon Bonaparte, à la fin du XVIIIe siècle. Sur le tableau de Canaletto de 1732, les murs de l'arsenal sont absolument lisses. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un a simultanément modifié la symbolique architecturale à travers l'Europe, réécrivant les codes visuels du pouvoir. Mais les créneaux sont une bagatelle par rapport à ce qui est arrivé au symbole principal de la tour. La tour Spasskaya a reçu son nom en l'honneur de l'image du sauveur non fait de main d'homme, qui ornerait sa façade depuis le tout début du XVIe siècle. Voici ce que nous racontent les manuels scolaires et les guides. L'image est apparue en 1514, juste après la prise de Smolensk par les troupes du grand-duc Vassili III. En l'honneur de cette victoire, une représentation du Christ sauveur a été peinte sur la tour, que l'on a appelée « Sauveur de Smolensk ». Puis, vers les années 1560, l'image a été modifiée. Les femmes mirophores ont été enlevées et les figures de Serge de Radonej et de Barlaam de Koutine ont été ajoutées, des saints russes. Enfin, en 1758, sous le règne du tsar Alexeï Mikhailovitch, les portes ont été solennellement renommées en porte Spasskaya, en l'honneur de cette relique sacrée. Belle histoire, étroite, logique. Avec des dates précises et une séquence d'événements clairs, il n'y a qu'un seul problème. Elle ne correspond pas à la réalité. Revenons à l'œuvre de Simon Outchakov. Je rappelle, c'est seulement 10 ans après que les portes ont soi-disant été renommées en porte Spassky. 10 ans, une période négligeable. Le renommage des portes principales du Kremlin de la capitale est un événement significatif dont tout le monde se souvient, que tout le monde connaît. Et voilà que l'iconographe écrit une œuvre programmatique où tout le Kremlin est représenté et une attention particulière est accordée à la tour Spasskaya, car elle se trouve au premier plan de la composition. À travers elle passe l'axe symbolique de toute l'icône. Et que voyons-nous? Il n'y a pas d'image du Sauveur sur la tour. Il y a un espace vide. Le mur est lisse, sans aucune image. Simon Outchakov n'a pas pu négliger un détail aussi important. L'icône sur la tour principale du Kremlin de la capitale, l'image qui a donné son nom aux portes, ce n'est pas un détail que l'on peut oublier ou ne pas remarquer. C'est l'élément central, sans lequel l'image de la tour perd son sens. S'il y avait eu une icône là-bas, l'iconographe l'aurait forcément peinte, mise en avant, soulignée. Mais il ne l'a pas peinte, pour une simple raison, elle n'y était pas. De plus, dans le livre « Notes historiques sur les portes Frolov », qui sont maintenant Spassky, publié en 1872, la tour est toujours appelée Frolov. Faites particulièrement attention à la tournure de phrases, qui sont maintenant Spassky. L'auteur, écrivant en 1872, c'est-à-dire plus de 200 ans après la prétendue renaming sous Alexeï Mikhailovitch, utilise l'expression
maintenant Spassky, comme si le changement de nom avait eu lieu littéralement hier et que les lecteurs avaient besoin d'une explication. Si la tour a effectivement été renommée dans les années 1650, comme on nous l'affirme, alors, vers les années 1870, cela ferait déjà 220 ans. Pendant ce temps, des générations entières se seraient succédées. Personne parmi les vivants ne se souviendrait du vieux nom. La nécessité d'expliquer aux lecteurs que les portes Frolov sont maintenant appelées Spassky serait complètement disparue. C'est comme aujourd'hui, en 25, d'écrire Saint-Pétersbourg, qui est désormais Saint-Pétersbourg. C'est absurde, car la ville porte depuis longtemps son nom actuel. Mais l'auteur du livre de 1872 ressent le besoin d'expliquer, de signaler le changement de nom. Comme si cela s'était produit récemment, dans la mémoire de la génération plus âgée. Comme si le nom Frolovski était encore d'actualité tout récemment, et qu'il n'avait été finalement remplacé par le nouveau Spassky que dans les dernières décennies. À l'origine, la tour s'appelait Frolovskaya, d'après l'église des saints Flora et Lavra, qui se trouvait rue Miasnitskaya. Par ses portes, un chemin direct menait du Kremlin à cette église. Flora et Lavra sont des noms romains, latins. Deux frères tailleurs de pierre qui, selon leur vie, ont subi un martyre pour leur foi au IIe siècle. Leur culte était répandu en byzantin, d'où il est venu en Russie. Mais ce sont des saints de l'Ancien Testament, des figures de l'époque pré-chrétienne. Quand est-ce que l'icône du Sauveur sur la tour est réellement apparue? La première mention documentaire, dans le rapport du synode du 22 février 1722, Il y est question d'une lanterne accrochée devant l'image du Sauveur, par ordre de la princesse Maria Alexeyevna, et cela fait environ 15 ans. Maria Alexeyevna est la fille du tsar Alexis Mikhailovitch, la sœur de Pierre le Grand. Si l'on compte 15 ans en arrière, à partir de 1722, cela nous amène autour de 1707. Mais même dans cette mention, il s'agit d'une lanterne et non de l'icône elle-même. Quand exactement l'image est apparue, cela reste inconnu. Maintenant, examinons attentivement le contenu de l'œuvre de Simon Outchakov. Ce n'est pas un paysage urbain. Ce n'est pas simplement une représentation du Kremlin et des dirigeants moscovites. C'est une œuvre profondément symbolique intitulée « La plantation de l'arbre de l'État moscovite », une sorte de théologie visuelle du pouvoir. Au centre de la composition, au cœur de l'arbre, se trouve l'image de la Vierge Marie avec l'enfant dans les bras. On pourrait penser que tout est clair. La Vierge avec le Christ, un sujet chrétien traditionnel. Mais regardez de plus près l'inscription, l'iconographie, la symbolique de l'image. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'enfant Emmanuel. Pour l'homme moderne, cette différence peut sembler insignifiante, juste des noms différents pour le même personnage. Mais dans la tradition théologique, la différence est énorme, fondamentale. Emmanuel et Christ, ce sont deux états différents, deux hypostases différentes, deux moments différents de l'histoire sacrée. Dans la tradition de l'Ancien Testament, Emmanuel est le sauveur promis, le Messie qui doit venir. Le prophète Isaïe, qui a vécu 7 siècles avant la naissance du Christ, a prononcé sa célèbre prophétie. « Voici, la Vierge concevra et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Cette prédiction, promesse d'un avenir, espoir de salut qui n'est pas encore arrivé, mais qui viendra sûrement. Emmanuel existe dans le temps futur. C'est Dieu qui viendra, mais qui n'est pas encore venu. C'est le Sauveur qui est attendu, mais qui n'est pas encore là. C'est une promesse, et non un fait accompli. Jésus-Christ, dans la tradition du Nouveau Testament, est tout à fait différent. C'est déjà le Sauveur venu, Dieu incarné, qui est né, a vécu parmi les hommes, a prêché, a accompli le sacrifice rédempteur sur la croix, a accepté de partir et est ressuscité. Le Christ est un événement accompli. Le salut a déjà eu lieu. Le Messie est déjà venu. La promesse s'est réalisée. Et voici, sur l'œuvre d'État, écrite seulement une décennie après le prétendu renaming, sur le manifeste programmatique de l'époque d'Alexei Mikhailovitch, figure justement Emmanuel. Pas le Christ, mais Emmanuel. Le promis, mais encore non venu. Une prophétie de l'Ancien Testament, et non une réalité du Nouveau Testament. L'arbre généalogique des princes et des tsars de Moscou dérive de cette racine de l'Ancien Testament. Le nouveau Dieu, Jésus, n'est pas présent. Seulement une symbolique de l'Ancien Testament, une prophétie sur ce qui est à venir, mais qui ne s'est pas réalisé. Si sur la toile idéologique principale il n'y avait pas le Christ, mais seulement Emmanuel,
Si sur la tour Spasskaya en même temps il n'y avait pas le saint visage, alors quand a eu lieu la transition? Quand Moscou a-t-elle officiellement accueilli le Christ comme un Dieu déjà venu, et non comme un promis pour l'avenir? La réponse est évidente, le changement a eu lieu plus tard. Peut-être à la toute fin du XVIIe siècle ou même au début du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là que l'image du Christ Sauveur est apparue sur la tour Spasskaya, et la tour a reçu son nouveau nom. La tour Frolovskaya est devenue Spasskaya non sous Alexis Mikhailovitch au milieu du XVIIe siècle, comme il est écrit dans les manuels, mais beaucoup plus tard, à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Autrement, pourquoi dans le livre de 1872, expliquer au lecteur que les portes Frolovskis sont désormais Spasskis? Le passage des manuels à Christ n'est pas simplement un changement de nom et d'image, c'est un changement de toute la paradigme religieuse. La tradition de l'Ancien Testament, avec ses prophéties et son attente du Messie, a été remplacée par le Nouveau Testament, où le Sauveur est déjà venu, a accompli son œuvre et s'est élevé. Ce changement n'a pas seulement touché Moscou. À travers le pays, les icônes ont été réécrites, les rites ecclésiastiques ont été modifiés, la pratique liturgique a été ajustée. L'Église russe formalise enfin sa version du christianisme, et la tour Spasskaya est devenue l'un des symboles de cette transition. Dans les années 1930, à l'époque de la campagne anti-religieuse soviétique active, le visage sacré et la plaque romaine furent recouverts d'une épaisse couche de peinture blanche. Sur les photographies d'archives de cette époque, on peut voir la tour Spasskaya avec une façade lisse et impersonnelle. Aucune image, aucune inscription. Le pouvoir soviétique effaçait méthodiquement les symboles religieux du visage du pays, transformant les temples en entrepôts et les sanctuaires en taches blanches sous des couches d'enduit. Il a passé plus de 70 ans. L'Union soviétique s'est effondrée, de nouveaux temps sont arrivés. Et en 2010, les autorités ont annoncé une restauration à grande échelle de la tour Spasskaya. Toute la structure était cachée derrière des échafaudages et des écrans de protection. L'accès est fermé, l'observation est impossible. Ce qui se passe là-haut, à des dizaines de mètres de hauteur, n'est connu que des restaurateurs et de ceux qui les ont engagés. Pendant plusieurs mois, la tour est restée fermée, enveloppée de mystère. Puis les échafaudages ont été retirés, et le résultat a été solennellement présenté au public. La voici, la sainteté restaurée dans toute sa splendide splendeur. La conclusion des restaurateurs était inspirante. L'image s'est miraculeusement conservée à environ 80%. Des couches de différentes époques ont été découvertes, les plus anciennes appliquées sur un fond jaune, les plus récentes sur un fond doré. Tout cela aurait prétendument été déterminé au cours du sondage des murs, l'étude des pigments anciens, l'analyse de la structure de la peinture. Cela semble convaincant. Mais posez-vous une simple question. Qui a vu ces couches? Qui a vérifié les conclusions des restaurateurs par des experts indépendants? Le processus a été complètement fermé au public. Aucune diffusion, aucun reportage photo en temps réel, aucun accès pour des spécialistes extérieurs. La tour a été encerclée d'échafaudages. Quelque chose y a été fait pendant plusieurs mois. Puis elle a été rouverte et on a dit « Voilà le résultat. Croyez-nous sur parole ». Maintenant, ouvrez le livre de 1872, notes historiques sur les portes Frolov, qui sont maintenant appelées Spasski. Il y a une gravure représentant le visage sacré de cette époque. Comparé avec ce qui est actuellement accroché sur la tour, il y a des différences. Les détails ne correspondent pas, les proportions ont légèrement changé. La position des figures est un peu différente. On peut dire que c'est le prix de l'ancienne technique de gravure. Le graveur pouvait simplifier ou déformer quelque chose. Peut-être. Et peut-être que les restaurateurs ont réellement recréé ce qui existait autrefois. Mais une troisième option est également possible. Derrière des forêts fermées, une nouvelle image a été créée, qui correspond à l'interprétation actuelle de l'histoire, qui confirme l'ancienneté de l'image et la continuité de la tradition. La restauration derrière les échafaudages est une version moderne de la même opération qui a eu lieu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. À l'époque, les maçons cassaient des dentelures rectangulaires et en sculptaient de nouvelles, avec des découpes triangulaires. Les iconographes montaient sur les échafaudages et peignaient l'image du Sauveur là où il y avait auparavant un mur vide. Les décrets renominaient les portes, effaçant la mémoire du passé frolovien. Les artisans gravissaient des inscriptions sur des plaquettes, utilisant le latin, mais en oubliant que les dates devaient être en chiffres romains. Aujourd'hui, le même schéma,
juste des outils différents. Les restaurateurs sondent, analysent, restaurent, et finalement, le spectateur reçoit cette image du passé qu'il souhaite lui montrer. La seule différence est que la falsification moderne est revêtue de termes scientifiques, renforcés par des expertises, protégés par l'autorité des institutions publiques. Maintenant, rassemblons tous les fils ensemble et regardons la vue d'ensemble. Entre les années 1770 et 1801, une série de changements synchronisés et coordonnés a eu lieu. Les dents du Kremlin de Moscou sont passées de rectangles à des queues d'hirondelles, changeant la symbolique politique de Guelph à Gibelline. L'icône du Sauveur est apparue sur la façade de la tour, affirmant une nouvelle identité religieuse. La tour a reçu un nouveau nom, effaçant la mémoire des portes Frolov et des saints Flore et Lavre. Une plaque avec une inscription latine et des chiffres arabes incorrects a attesté de l'antiquité de la construction, qui, peut-être, n'était pas dans cette forme comme on nous le raconte. Ces changements n'étaient pas un phénomène local à Moscou. C'était une partie d'une opération mondiale de réécriture de l'histoire. Partout dans le monde, à la même époque, l'architecture changeait, les chroniques étaient corrigées, les traces de civilisation qui avaient existé avant la catastrophe étaient détruites. Les villes qui se tenaient depuis des siècles, voire des millénaires, recevaient soudain de nouvelles dates de construction officielles, rattachées au dernier siècle. Des bâtiments, érigés par des inconnus à des époques inconnues, étaient déclarés œuvres de maîtres locaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Une architecture unifiée, autrefois répandue sur tous les continents, était fragmentée en de nombreuses traditions nationales supposément indépendantes. Le Kremlin de Moscou a joué un rôle particulier et clé dans cette opération mondiale. Ce n'était pas simplement l'un des centres administratifs parmi tant d'autres. Moscou se positionnait comme la troisième Rome après la chute de Constantinople, comme héritière de la tradition impériale byzantine. En même temps, le Kremlin était proclamé comme le nouveau Jérusalem, le cœur spirituel du monde orthodoxe, le lieu où se rejoignent le céleste et le terrestre. Centre impérial et pôle religieux en un seul endroit, une entité à deux têtes, reflétée même dans les armoiries de l'État, un aigle à deux têtes, regardant à la fois vers l'ouest et vers l'est. Le changement de symbolique au Kremlin a signifié un changement de tout le système de coordonnées pour un immense pays. Quand les créneaux se transforment des guelfes en gibellins, ce n'est pas simplement une mode architecturale. C'est une déclaration d'orientation politique, du reconnaissance de l'autorité papale à l'idée impériale, de la soumission au Vatican à l'autorité autonome. Quant au lieu de l'Emmanuel de l'Ancien Testament, un Christ du Nouveau Testament apparaît sur la tour. Ce n'est pas simplement une mise à jour de l'icône, c'est la proclamation d'une nouvelle réalité religieuse. Le Messie est déjà venu, le salut a été accompli, les anciennes prophéties se sont réalisées, et maintenant, une nouvelle époque commence. Les dômes des églises qui couronnent les tours du Kremlin et les cathédrales de Moscou pouvaient remplir une fonction complètement différente dans l'ancien système. Pas une fonction symbolique, mais technique. Peut-être étaient-ils des éléments d'un réseau énergétique unifié, des condensateurs d'électricité atmosphérique. Les croix sur les dômes ne sont pas simplement des symboles de foi, mais des antennes, recevant et transmettant certains signaux que nous ne comprenons déjà plus aujourd'hui. Les structures métalliques traversant les murs des anciens bâtiments ne sont pas seulement une armature, mais le câblage d'un système qui nous est inconnu. Quand ce réseau a été déconnecté, détruit ou simplement a cessé de fonctionner après une sorte de catastrophe mondiale, les bâtiments sont restés debout. Mais leur fonction initiale a été perdue. Les installations techniques se sont transformées en cultes. Les centrales énergétiques sont devenues des temples. Les nœuds du système planétaire ont acquis une nouvelle signification comme lieu de culte. Les nouveaux habitants ne comprenaient pas la véritable destination de ces constructions et les utilisaient comme ils pouvaient, les adaptaient à leurs besoins, les agrandissaient, les retapaient, leur donnaient de nouveaux noms. Le Kremlin n'a pas été simplement remodelé sur le plan architectural, en remplaçant des pierres par d'autres. Il a été retravaillé idéologiquement, au niveau des significations et des symboles. Chaque élément a reçu une nouvelle signification, chaque détail a acquis une nouvelle légende, chaque pierre a pris sa place dans une histoire artificiellement construite. Et ce processus de remodelage, de recodage, de réécriture n'a pas pris fin au XIXe siècle. Il se poursuit encore aujourd'hui. Les restaurations des XXe et XXIe siècles sont la poursuite de la même opération de contrôle sur le passé. Chaque fois qu'un objet du patrimoine culturel est couvert d'échafaudage,
et qu'il ait annoncé le début des travaux de restauration, il existe un risque que derrière l'objectif noble de la préservation de l'ancien se cache un nouvel ajustement de détails embarrassant. Le public n'a pas accès au processus. Des experts indépendants ne sont pas autorisés. Le résultat est présenté comme un fait accompli, qu'il ne reste plus qu'à accepter. Il est impossible de vérifier, douter est indécent. L'image du Sauveur sur la tour du Salut, solennellement présentée en 2010 après une vaste restauration, est un exemple frais et moderne du fonctionnement du mécanisme. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il y avait réellement sous la épaisse couche de plâtre et de peinture blanche appliquée dans les années 30. Nous n'avons pas vu ces couches mystérieuses de différentes époques dont parlent les restaurateurs avec assurance scientifique. Nous n'avons pas participé à des sondages, n'avons pas analysé les pigments, n'avons pas étudié la structure de la peinture. On nous a simplement montré l'image finale et on nous a dit « Voici à quoi elle ressemblait au XIXe siècle. Nous l'avons restaurée avec une précision maximale. Croyez-nous, vous n'avez pas d'autre choix. » La pierre peut mentir si elle est retravaillée selon la légende nécessaire au pouvoir actuel. L'enduit dissimule habilement les détails inconvenants. La peinture crée une nouvelle image, là où l'ancienne, peut-être, n'a jamais existé. Une plaque avec une inscription latine et une datation incorrecte revendique l'antiquité nécessaire à la légitimation. La tour Spasskaya est un véritable manuel vivant des techniques de falsification historique. Un palimpseste multicouche où chaque nouvelle génération de puissants effaçait ce que les prédécesseurs avaient écrit et écrivait sa propre version par-dessus. Du drapeau militaire romain à l'icône orthodoxe, des portes Frolov avec leur saint romain païen aux portes Spassky avec l'image du Christ. Des dents guelfes rectangulaires aux dents gibelines triangulaires. Tout cela représente des superpositions infinies de différentes époques, de différentes idéologies, de différents régimes, de différentes interprétations du passé. La véritable histoire du Kremlin n'est pas une chronologie de construction, mais une chronologie de substitution, où les symboles ont été méthodiquement réécrits, tout comme les chroniques ont été réécrites. Des documents gênants ont été détruits, des cartes anciennes ont été corrigées. Qui détenait vraiment le Kremlin de Moscou en 1668, lorsque ses créneaux étaient rectangulaires et portaient la symbolique des guelfes, partisans du pouvoir papal? Quelle force, quelle structure, quelle idéologie se cachait derrière ces murs, à l'époque où l'histoire officielle nous assure du triomphe de l'autocratie orthodoxe? Pourquoi le tsar Alexeï Mikhailovitch le Tchinovnik, chef de l'église russe et défenseur de la foi, régnait-il depuis une forteresse dont les symboles architecturaux indiquait une soumission à Rome? Et que s'est-il passé entre 1668 et 1801, dans cette fenêtre temporelle mystérieuse, quand tout a changé? Les dents ont pris une nouvelle forme, une icône s'est matérialisée sur un mur vide, la tour a changé de nom, l'essence même et le contenu symbolique du lieu se sont complètement transformés. Qui a mené cette opération? Qui a pris la décision de réécrire les codes visuels du pouvoir? Et surtout, pourquoi était-il nécessaire d'opérer un tel reformatage du principal symbole du pays? Les réponses de l'histoire officielle ne sont pas claires. Elle préfère ignorer les questions, étouffer les contradictions et ignorer les incohérences entre les documents et les témoignages matériels. Il est plus facile de raconter une histoire lisse sur la continuité des traditions, sur les grands bâtisseurs du passé, sur une ligne de développement ininterrompue de l'Antiquité à nos jours. Toute tentative de souligner les ruptures de cette ligne, les coïncidences suspectes de date, les bizarreries dans l'iconographie, rencontre un mur de silence ou un flot d'explications académiques qui expliquent tout sauf l'essence du problème. L'histoire ne s'écrit pas dans le passé. Elle s'écrit maintenant, dans le présent, par les mains de ceux qui contrôlent l'accès aux preuves matérielles, qui décident quels artefacts restaurer et comment précisément, ce qu'il faut laisser ouvert à l'étude et ce qu'il faut masquer sous des couches de nouveaux plâtres. La tour Spasskaya se dresse comme un témoin muet, mais éloquent de toutes ces manipulations séculaires. Et si les pierres pouvaient parler, si le plâtre pouvait raconter ce qu'il cache, si les peintures pouvaient narrer ce qui a été écrit avant elles, nous entendrions une histoire tout à fait différente. Une histoire sur la façon dont le pouvoir change les symboles, comment la religion recode l'espace, comment l'architecture devient un instrument de réécriture de la mémoire. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles enquêtes. Il y a encore beaucoup de mystères et de découvertes à venir. Nous continuerons à chercher des preuves, à poser des questions dérangeantes, à explorer ce que la science officielle évite.
Parce que la vérité est toujours proche, il suffit de vouloir la voir.